Pourquoi est-ce qu'on a été si rapide avec le Covid? Parce qu'on a fait se chevaucher les phases. Et au lieu de prendre 10 volontaires pour une dizaine de volontaires pour la phase 1 et ensuite seulement 100 volontaires pour la phase 2, on a pris des centaines de volontaires tout de suite et on a fait se chevaucher à la fois la sécurité. On a testé ensuite sur de très grands nombres de patients. Irène Frémont, vous la connaissez probablement si vous suivez nos programmes. Elle est médecin, elle gère le chapitre israélien de la Société internationale de pharmacovigilance ISOP Israël. Elle va nous parler ce matin, on va dire, des découvertes en termes de vaccins, plus particulièrement le processus de la vaccination, comment ça se passe. Et on parlera aussi peut-être des médicaments qui sont en cours de développement pour lutter contre le coronavirus. Irène Frémont, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy et merci de m'avoir invitée et de me donner l'occasion et l'opportunité de parler de la sécurité des vaccins et des médicaments puisque c'est mon métier. Je ne suis pas virologue, je suis spécialisée sur la sécurité des médicaments. Exactement. Alors, cette on va dire phase, tout le monde en parle, les 3 phases pour la vaccination, les gens ne savent peut-être pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut revenir tout simplement sur les basiques? Pourquoi ça met tant de temps à être fabriqué un vaccin? Et est-ce qu'on est, quand on voit les essais qui sont déjà en cours de route, est-ce qu'on est sur la bonne voie, notamment en Israël? Absolument. Je pense que là, aujourd'hui, on assiste vraiment à un exploit extraordinaire du génie humain. C'est-à-dire qu'on a battu des records extraordinaires de technologie, d'imagination, de collaboration. Et on va commencer déjà peut-être par expliquer qu'est-ce que c'est Exactement. Juste pour rappeler un petit peu les petites bases. Un virus, c'est vraiment tout simple. C'est une membrane avec des pics, ce qu'on appelle les spikes. Et à l'intérieur, il y a toute la séquence génétique, c'est-à-dire l'ARN. En fait, notre système immunitaire réagit contre les virus ou les bactéries par leurs antigènes. Ils fabriquent des anticorps qui vont bloquer le virus ou la bactérie et qui vont les détruire. Ça, c'est le processus naturel. Qu'est-ce qu'on fait quand on vaccine quelqu'un qui est en bonne santé? On lui amène cet antigène sans que ce soit pathogène, c'est-à-dire sans que ça crée de maladie. Donc, on lui amène l'antigène pour que le corps apprenne à fabriquer ses anticorps. Et quand il fabrique ces anticorps, s'il rencontre de nouveau ce virus ou cette bactérie dans toutes les autres vaccinations, il va être capable de réagir immédiatement et de détruire, en l'occurrence, le coronavirus. Alors, comment se passe le développement d'un vaccin? Normalement, on commence par déjà trouver la recherche fondamentale, c'est-à-dire trouver quelle est la souche, la forme du vaccin qu'on va donner. Alors, on va l'essayer ensuite chez les animaux et dans des boîtes avec des cellules. Et tout ça prend plusieurs années. Alors, pourquoi est-ce qu'avec le Covid, on a été capable d'aller si vite? Parce que en haut, vous avez ce qui est traditionnel, et en bas, pourquoi est-ce que ça a mis seulement quelques mois? Parce que le Covid, on connaît déjà. On a travaillé déjà sur le SARS-1, on a travaillé sur le Covid de plusieurs animaux, comme le Covid des poules avec la société qui est dans le nord d'Israël et qui travaille sur le Covid humain aujourd'hui, sur un vaccin. Et donc, on a déjà une très bonne connaissance. Donc, on n'est pas parti de zéro. Ensuite, on avait aussi déjà travaillé sur des souris et d'autres animaux et des cellules. Donc, toute cette phase a pu profiter de l'expérience existante. Alors, quand on est dans une phase normale, on a une recherche clinique chez l'homme qui dure 5 à 7 ans. La première phase, on a à peu près une dizaine de patients.
On veut vérifier la sécurité. Ensuite, quand on a les résultats, on passe à la phase 2 et on voit la sécurité et l'efficacité. On teste plusieurs doses. Et donc, on est là à des centaines de patients. Et ensuite, quand on a les résultats, on passe à la phase 3. Et là, on est sur des milliers de patients. Et quand on a fini tout ce développement, on soumet ce dossier aux agences du médicament, la FDA, l'agence européenne. Et ensuite, on produit à grande échelle. Donc, il faut construire les usines pour pouvoir produire à longue échelle. Tout ce processus prend 15 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été si rapide avec le Covid ? Et c'est là où c'est vraiment un exploit extraordinaire. Parce qu'on a fait se chevaucher les phases. Et au lieu de prendre 10 patients, et en l'occurrence, dans le vaccin, ce sont des volontaires. Donc, 10 volontaires pour une dizaine de volontaires pour la phase 1 et ensuite seulement 100 volontaires pour la phase 2, on a pris des centaines de volontaires tout de suite. Et on a fait se chevaucher à la fois la sécurité, on a testé la sécurité, on a testé l'efficacité, on a testé ensuite sur de très grands nombres de patients. Et aujourd'hui, les phases 3, ce n'est pas 1000 ou 2000, c'est 30 000, 40 000, 60 000. Et ça inclut des patients qui ont jusqu'à aussi jeunes que 12 ans ou des patients qui ont jusqu'à 80 ans. Alors Irène, c'est assez intéressant ce que vous nous dites parce que, alors peut-être qu'on peut enlever les slides pour qu'on puisse vous voir à l'image parce que vous nous manquez un peu. Là, on ne voit que vos slides. N'hésitez pas à reprendre la main sur votre ordinateur. Alors justement, la question, vous parlez des tests et des tests de vaccins sur les enfants de 12 ans et pourtant, dans la presse est sorti que lorsque le vaccin sera opérationnel, injectable à un grand nombre de la population, les enfants ne seront pas concernés. Alors, c'est une fake news ? Alors, vous touchez là un point très, très sensible. C'est toutes les fake news, la mauvaise information qui circule et qui nuit énormément à ce que les populations aient confiance dans cette vaccination. Alors, premièrement, on va avoir des vaccins qui vont sortir qui vont être acceptés, c'est-à-dire approuvés dès la fin de 2020. Et donc, 2020, il y a des vaccins qui vont sortir d'usines. Pourquoi ? Je vais quand même terminer un tout petit peu ce que je disais parce que ça va vous faire comprendre, je vais pouvoir répondre à votre question. Ok. On a été capable, pourquoi est-ce qu'on est capable de produire des millions de doses dès la fin de 2020, c'est-à-dire d'ici 2 mois maximum, parce qu'on a construit les usines et commencé à fabriquer avant même d'avoir les résultats. Pourquoi ? Avant même de savoir si le vaccin est injectable à la population, c'est ça ? Exactement. Pourquoi ? Parce que les États ou les gouvernements ou bien les fondations comme Bill Gates, comme des fondations multiples, ont donné de l'argent à l'industrie pharmaceutique et aux universités qui travaillent ensemble en leur disant « vous construisez en même temps que vous faites vos essais. Si jamais ça ne marche pas, tout ira à la poubelle. Si jamais ça marche, eh bien, on vous paye à l'avance 1 million de doses ou 2 millions de doses. » Donc, c'est uniquement pour ça qu'on peut sortir des 1 million de doses ou 2 millions de doses à partir de fin 2020. Après, on sait très bien qu'on n'aura pas suffisamment de vaccins pour tout le monde tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a fait une liste de priorités. Une liste de priorités qui a été construite de façon consensuelle par tous les gouvernements, par l'OMS, par toutes les agences du médicament, pour dire, voilà, quelles sont les personnes à risque. Les personnes à risque, c'est d'abord les professionnels de santé dont on a immensément besoin. Ensuite, les patients au-dessus de 60, les personnes au-dessus de 60 ou 65 ans, parce que ce sont les premiers qui sont touchés. Ensuite, les personnes qui ont des maladies chroniques et qui donc sont à risque du Covid. Ensuite, les personnes essentielles pour faire tourner un pays,
peut-être les gouvernements. Selon les pays, ça va être les personnes essentielles ne seront pas les mêmes. Il y a beaucoup de chances quand même que ce soit aussi les soldats et ainsi de suite. Donc, avant que ça arrive aux enfants qui sont les personnes les moins à risque. Ça va prendre du temps. Alors, justement, puisque vous nous parlez que vous nous expliquez qu'en fin 2020, il y aura des vaccins efficaces, injectables, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'essai qui est en train d'être mené en Israël ? Alors, en Israël, on a 2 sociétés qui ont réussi. On vous entend, ouais. Il y a 2 sociétés qui ont réussi à amener un vaccin. Pour l'instant, en phase 1, il n'y a une seule société qui est l'Institut de recherche biologique de recherche. Alors, donc là, en fait, on vient de commencer une phase 1, donc des volontaires avec une petite dizaine ou peut-être des dizaines ou des centaines peut-être de volontaires. Pourquoi est-ce qu'on fait ça on a 50 vaccins ou plus qui sont en développement. Parce que ce qui est très important, c'est que d'abord, tous les pays doivent être capables de se suffire à eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas une société qui va être capable de produire pour 7 milliards d'êtres humains. Donc, on est obligé d'essayer, et ça, c'est vraiment formidable qu'en Israël, on ait un vaccin qui est cité dans la presse internationale comme un vaccin tout à fait sérieux. Et donc, on va faire ça, on va délivrer ça selon les règles de surveillance, de sécurité et d'efficacité. Parce qu'il n'y a aucun court-circuit sur la sécurité ou sur l'efficacité. Alors, combien de vaccins sont en développement dans le monde actuellement ? Alors, j'ai une jolie slide que je vais vous montrer. Allez-y. Parce qu'elle est très explicite. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 213 vaccins qui sont en développement. Alors, il y en a qui sont en recherche clinique, c'est-à-dire préclinique, sur les animaux, les cellules, etc. Et il y en a 38 qui sont en recherche clinique, c'est-à-dire à partir de phase 1, phase 2, phase 3, chez l'homme. Et sur ces 38 vaccins qui sont en recherche clinique, on a 65 qui sont en essai clinique. Pourquoi 65 alors qu'il y a 38 vaccins? Parce qu'il y a beaucoup de phases qui sont faites en même temps. C'est-à-dire qu'on commence la phase 1, au milieu de la phase 1, parce qu'on a mis beaucoup de volontaires, on peut commencer tout de suite la phase 2 et on fait des phases parallèles. C'est-à-dire que c'est une façon très inhabituelle de procéder parce qu'il y a urgence en raison de la pandémie, c'est ça? Absolument. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que pourquoi est-ce qu'on a été aussi vite? On a dit qu'il y avait le financement. On a dit qu'on avait une expérience préalable sur le Covid. Mais il y a aussi une autre chose qui est qu'on a une énorme avance technologique. C'est-à-dire qu'avant, pour faire un vaccin, on prenait le virus, on le tuait ou on l'inactivait et on l'injectait. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et depuis une dizaine d'années, on a développé de nouvelles technologies, des vaccins génétiques, où au lieu d'envoyer au corps l'antigène pour qu'il apprenne à fabriquer l'anticorps, on lui envoie l'information génétique. Ok. Et donc, ça, c'est une technique très nouvelle et c'est beaucoup plus rapide à fabriquer. Est-ce que c'est moins dangereux pour l'homme ? Parce que beaucoup de personnes disent, on entend beaucoup de choses, on lit quelques publications, des gens disent que même lorsque le vaccin sera établi, sera opérationnel, ils ne souhaitent pas se faire vacciner. Ils ont peur. Alors, je dirais que le principal danger de la vaccination, c'est le refus de la vaccination. Pourquoi ? Parce que finalement, on a eu la chance et l'extraordinaire, c'est vraiment un exploit dans la médecine, dans l'histoire humaine, d'avoir réussi à faire ce développement. Et ce développement a été fait absolument sans aucun
court-circuit ni sur la sécurité ni sur l'efficacité. Sans compter qu'après le vaccin, on va les surveiller de très très près. Donc, cette peur, elle a été générée par plusieurs choses. D'une part, beaucoup de fake news, avec des gens qui ont des raisons politiques ou des raisons autres. Mais en plus, il y a eu aussi l'utilisation politique, comme il s'est passé par exemple en Russie, le fait que Poutine sorte un vaccin, l'annonce au monde entier d'une façon absolument pas scientifique, avec des données qui n'étaient pas suffisamment fortes et pas suffisamment convaincantes, et ça donnait une immense méfiance. Et Trump, de l'autre côté, qui a annoncé qu'un vaccin serait prêt avant l'élection, c'était une manipulation. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement ? Les scientifiques, les agences du médicament, les laboratoires de recherche, aussi bien dans l'industrie que dans l'académie, ont fait des déclarations en disant qu'ils ne subiraient absolument aucune pression, ni politique, ni quoi que ce soit pour faire prendre des raccourcis. Ok, alors notre responsabilité, c'est d'expliquer. Alors justement, on était trop sur développer et passer sur communiquer. Et là, aujourd'hui, c'est le moment. Il faut expliquer à quoi on va s'attendre lorsque les vaccins seront au point. Donc ça, on vous remercie pour cette précision. Alors évidemment, je suis obligée de vous poser la question sur les médicaments, parce que quand on pense au coronavirus, on peut faire peut-être un parallèle avec le sida, bien que cela n'ait rien à voir. Mais à l'époque, on disait il va y avoir un vaccin. Tout le monde cherche un vaccin contre le sida. Aujourd'hui, des années plus tard, il n'y a toujours pas de vaccin. Mais par contre, il y a des médicaments qui bloquent la maladie. Est-ce que c'est une option de recherche aussi, de trouver un médicament pour lutter ou soigner le coronavirus ? Est-ce qu'on est avancé sur ce terrain-là ? Absolument. Alors déjà, il faut comprendre que quand le Covid-19 est arrivé, quand le coronavirus est arrivé, qui a créé le Covid-19, on l'a comparé à ce qu'on connaissait des autres Covid. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était tout à fait une nouvelle maladie, comme le sida. C'est sûr qu'au début du sida, moi j'ai assisté au début du sida puisque j'étais dans un centre de transfusion. On n'avait pas du tout l'idée que ça allait être ce que ça a été. Donc au début, on a pris comme modèle ce qui était existant. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure de ce qu'on a vu, on a appris de nouvelles choses et à chaque fois, on découvrait de nouvelles choses et on publiait des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça aussi qui a déstabilisé le public, c'est de se dire, hier ils disaient que c'était une grippe, aujourd'hui ils nous disent que ça peut atteindre le cœur, etc., etc. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'on publie à chaque fois qu'on découvre et que c'était une nouvelle maladie. Donc, c'est la même chose pour les médicaments. Quand on a vu cette nouvelle maladie, on a commencé à essayer plein de médicaments. Des médicaments qui existaient, qui étaient pour d'autres indications. Et on a essayé, parce qu'on est obligé, quand on est médecin, de traiter des patients. Donc, on a essayé, en comprenant la façon dont les médicaments fonctionnaient, on a essayé d'utiliser ce qu'on avait déjà. Et puis, avec l'expérience, avec le fait qu'il faut quand même quand on est dans l'urgence et même quand on est dans une pandémie, être sûr qu'on ne fait pas plus de mal que de bien en prenant un médicament qui était très bien pour une autre indication et pas formidable pour celle-là. Donc ça prend du temps pour essayer d'analyser les données. Et en même temps, on a donc mis en place des essais cliniques avec des nouveaux médicaments. Et entre autres, on peut dire qu'il y a 15 sociétés israéliennes, même 16 sociétés israéliennes qui ont développé des médicaments qui aujourd'hui sont dans des essais cliniques ou en Israël ou au niveau international. Donc, c'est quoi ces médicaments ? Alors aujourd'hui, le médicament numéro 1 pour le Covid, c'est les corticoïdes. C'est un vieux médicament, mais pour l'instant, c'est un des plus efficaces. Il y a des antiviraux qui sont en essai. Il y en a un qui vient d'être approuvé par l'agence américaine.
qui a des effets secondaires très très lourds, donc il faut savoir le manier, à qui on le donne, à qui on le donne pas. C'est lequel? Qui s'appelle le Remdesivir. Et on a d'autres, par exemple, la société Puristem en Israël a développé des cellules de placenta et elle est en train de faire des essais cliniques. Par exemple, en Allemagne, elle fait des essais cliniques pour utiliser ces cellules de placenta contre le Covid. Donc, en fait, on est parti dans beaucoup de directions. On a fabriqué aussi en Israël, on utilise des anticorps fabriqués par les malades. Donc, on prend les anticorps des gens qui ont été malades et on les réinjecte aux gens et qui sont guéris, bien sûr, et on les réinjecte aux gens qui sont malades et pas encore guéris, en espérant que ça va bloquer la prolifération du virus. Ça marche ou on n'a pas encore assez de recul? Sur le dexaméthasone, on sait que ça marche, mais tout le monde sur les anticorps, on n'a pas encore assez de recul. On a quand même du recul puisque c'est devenu un des principaux axes de traitement, mais on a plein d'autres axes de traitement. On utilise des antiviraux qu'on utilise pour d'autres virus, on utilise des anticorps qu'on a fabriqués artificiellement. Voilà. Ok, alors Irène Frémont, en tout cas, on vous remercie parce qu'avec vous, on a fait un petit peu le point et sur la vaccination et sur les médicaments pour lutter contre le coronavirus. Vous avez l'air plutôt positive. Apparemment, on risquerait d'avoir un vaccin rapidement. Voilà, donc on voulait vous remercier vraiment pour toutes ces précisions. Et on espère bien sûr que les nouvelles seront bonnes, iront dans votre sens. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Dès que vous avez des nouvelles, on parlera bien sûr avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. De rien. À bientôt. À bientôt.